On peut demander au muezzin de la mosquée de ne plus avoir une portée très haute avec son mégaphone, mais quant à ceux qui vivent aux alentours de l'aéroport Mayanaya, par exemple, il en est c'est la même chose à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Est-ce que aussi là, l'État n'est pas responsable des nuisances sonores, qu'on le veuille ou non, parce qu'on parle des radios Matanga, je pense que c'est de tout ça dont il est question lorsqu'on parle. Moi, j'ai mon point de vue à mettre sur ces points. En disant, c'est vrai que ça, la nuisance sonore se trouve dans les églises, se trouve peut-être aussi à la mosquée, se trouve aussi dans ces histoires de Radio Matanga, mais on ne peut pas refuser que ces lois sur les nuisances sonores ont été casées sur le modèle français. Donc elles ont été transportées sur notre pratique, sur nos pays. Est-ce que tenant compte des réalités socio-culturelles de nos pays, où pratiquement tout s'accompagne avec la danse, est-ce que pour moi le Radio Matanga ne joue pas un rôle? Parce qu'avant, les gens, quand vous alliez à une veillée, c'était triste à voir, nos veillées africaines, congolaises surtout, où les gens se roulaient à même le sol en train de pleurer nuit et jour. Est-ce que Radio Matanga ne joue pas un grand rôle? Je ne pense pas qu'il va falloir épingler Radio Matanga comme faisant vraiment partie des nuisances sonores. Oui, on peut peut-être demander aux gens de réduire à une portion congrue le volume ou le décibel de son que cela émet. Donc moi, je reste un peu perplexe. Autant je dis oui, il faut contrôler les nuisances sonores que dégagent les églises, mais dans ces églises, on le sait aussi, beaucoup de nos responsables sont eux-mêmes des grands parfois adeptes. Est-ce qu'on aura le pouvoir, il y aura la possibilité d'aller à l'encontre de ces églises fréquentées par certains puissants de notre pays? Donc, pour moi, toute la question se pose, et je suis d'accord avec Élie qui parle de contrôle non seulement des églises de réveil, mais de contrôle aussi, pourquoi pas, de tous ceux qui sont nos frères musulmans, dans un contexte où on sait qu'au Mali, il y a l'insécurité qui prévaut à cause de ce fondamentalisme religieux, et que Brazzaville est l'une des principales voies qu'empruntent les gens qui quittent le Mali, en se disant qu'il y a une forte communauté musulmane chez nous. Et quand on parle du Nigeria, est-ce que là aussi, il n'y a pas des risques de voir quelques fondamentalistes qui partent du Nigeria, qui arrivent dans la partie qui se crée de l'État musulman qui se crée en Centrafrique, pour aussi avoir, pourquoi pas, des affiliations avec certains musulmans qui sont chez nous. Il n'y a rien contre les musulmans, je le redis, mais il appartient à nos autorités de veiller sur ces questions qui sont d'une importance capitale pour notre sécurité. Rudy Malonga, pour certaines personnes, cette décision du gouvernement contrôler les églises et fermer toutes les églises qui ne sont pas en règle, c'est une décision diabolique. Bon, en tout cas, lorsqu'on veut faire respecter les lois d'un pays, lorsqu'on veut appliquer correctement les lois, je crois que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne idée que le ministère de l'Intérieur ait décidé de regarder de près tout ce qui concerne les nuisances sonores. Donc, il monte une opération avec la police nationale, je crois, qu'il appelle Radio Matanga, mais après, justement, il faut que ce soit seulement la loi qui s'applique, rien que la loi. C'est ça en état de droit. Et dans le cadre de la loi sur ces questions, il y a beaucoup de choses à regarder. Un exemple tout simple. Nous sommes dans un pays où on a toujours vécu avec des bars à ciel ouvert qui émettent de la musique toute la nuit. On a pris l'habitude de vivre avec ça, ça n'a pas trop posé de problème aux gens. C'est vrai que de plus en plus, il y a moins de bars, il y a de plus en plus de boîtes de nuit, de nightclubs, mais ça c'est un type de nuisance qu'on aura regardé. Tout à l'heure on parlait des mosquées, où le muezzin, tôt le matin, annonce l'appel à la prière, mais on a aussi des églises, hein, les églises les plus reconnues, catholiques, protestantes, kimbanguistes, orthodoxes, où parfois à 5 heures du matin, sinon à 6 heures du matin, on a la cloche qui retentit. On peut aussi considérer cela comme une nuisance sonore pour les voisins. Donc, je pense qu'il y aura une difficulté quand même pour le ministère de l'Intérieur pour bien regarder toutes ces questions. Alors, ce qui est, à mon avis, qui peut être une bonne solution, et je crois qu'on a des textes qui le prévoient, je crois qu'il y a un problème d'heure. Je crois que lorsqu'on tient un débit de boisson, lorsqu'on tient un bar, je pense qu'on a jusqu'à une certaine heure, minuit ou 1 heure du matin, où on ne peut pas, normalement, selon la loi, émettre de la musique à un volume, à des décibels très élevés. Et les radios Matanga, pour ne parler que de ça, c'est devenu une mode à la veillée,
On a toute la nuit des radios qui émettent la musique, jusqu'à 4 heures du matin, vous pouvez être à 800 mètres, 1 kilomètre de la veillée, vous entendez tout ce qu'on y chante. Donc je pense que la loi doit être regardée de près. Je crois qu'il y a des horaires qui sont précisés, genre de 6 heures du matin à une certaine heure de la nuit, on peut jouer de la musique à haute voix, et puis voilà. Mais quand un pays veut faire respecter les lois, c'est une bonne chose. Et c'est très bien que ce soit fait. Alors c'est difficile après avec la police, la gendarmerie, pour tous les cas de figure qu'on a énoncés de nuisance, comment regarder, mais il faut qu'ils regardent la loi. Ok, merci. Alors, Dr Gobela, pensez-vous que cette initiative prise par le gouvernement va aller jusqu'au bout? Moi, je ne sais pas comment cette opération va débuter, comment elle pourra s'arrêter, mais il faut reconnaître que c'est une opération de tranquillité, de salubrité publique. Bien évidemment, il y a des textes qui existent, même si ces textes ne sont pas de temps à autre mis en application. Mais il y a un fait qu'il faut relever, c'est que cette question, il y a un fait qu'il faut relever, c'est que c'est le maire de la ville de Brazzaville qui, en qualité d'agent de la commune et de l'État, devait se présenter au Sénat à la place du ministre de l'Intérieur. Parce qu'ils sont allés très haut. Le ministre de l'Intérieur peut se présenter dans la mesure où il n'y a quasiment pas de texte pour demander au ministre de l'Intérieur qu'une loi soit prise. Mais je sais qu'il y a des lois organiques qui existent dans ce cadre-là. Et ensuite, bien étant agent de la commune et de l'État, il est responsable de l'autorité réglementaire, c'est-à-dire il exerce l'autorité de police. Donc je ne vois pas comment le ministre de l'Intérieur, le Sénat a convié le ministre de l'Intérieur pour venir donner des explications sur cette question. Mais il y a aussi, pour conclure, le problème fondamental n'est pas forcément la nuisance sonore. Parce que dans l'une des formations que j'ai faites, on nous a démontré que le terrorisme n'est pas forcément la mise des bombes, mais il y a aussi le terrorisme économique. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de formation dans le cadre des églises, qui exercent en tant que pasteur ou comment, et qui reçoivent des fonds. Est-ce que ces fonds-là ne constituent pas de l'escroquerie? Vous voyez, donc, c'est un domaine assez complexe que je ne voudrais pas trop prendre du temps pour développer cela, mais c'est quand même quelque chose où le maire de la ville doit s'asseoir avec ses églises pour demander un peu comment vos églises fonctionnent, et à partir de cela, la municipalité pourra savoir comment on peut recadrer cette situation. Parce qu'il faut relever aussi qu'il y a des cadres qui donnent de l'argent dans des églises. Ok, merci. C'est pas mauvais, c'est pour soutenir le pays, compris pour le pays, vous voyez. Mais tout ça, ça constitue le terrorisme. Parce qu'il n'y a pas de textes qui sont reconnus. Voilà, Marius, oui, attendez, Tsengetseng n'a pas encore parlé sur ce sujet-là. En voyant la liberté religieuse au niveau du Congo, cela ne peut pas facilement entraîner la présence de Boko Haram dans notre pays. Disons que sur les autres aspects, je crois qu'ils sont tellement bien intervenus, mais là, je dirais juste une petite chose. Je pense qu'aujourd'hui, nos services spéciaux devraient travailler pour anticiper les choses. Parce qu'effectivement, quand on regarde la progression des fondamentalistes musulmans, on voit bien que maintenant on est en train d'atteindre des zones tropicales alors qu'elles étaient avant cantonnées au Maghreb ou au Moyen-Orient. On voit bien qu'on est déjà là en zone tropicale, quoi, disons, et tout. Donc, je pense que actuellement, il est vraiment urgent, il est vraiment indispensable que nos services spéciaux puissent anticiper, voir comment prévoir ce qui peut arriver et de prendre des mesures. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des pays qui infiltrent les organisations, les religions ou les mosquées et tout pour avoir de l'information, machin et tout. Et comme Elie Smith l'avait dit également, il y a ce problème de financement des mosquées, financement du culte et tout. C'est important de réglementer pour mieux contrôler la chose. Mais le plus important de tout, c'est cette anticipation. À mon avis, l'anticipation des services spéciaux. Voilà, Elie Smith, avec cette opération de contrôle des lieux de culte lancée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, on peut déjà dire que cela empêcherait
obtenir la présence ou l'arrivée de Boko Haram ici au Congo? Oui, je voulais d'abord dire à mon collègue Koubela que c'est normal, ce n'est pas nous concerne seulement Brazzaville, ça concerne l'ensemble du territoire. Voilà pourquoi les vénérables ont voulu que le ministre de l'Intérieur vienne y intervenir. Et que ce n'est pas peut-être, on n'est pas en train de stigmatiser l'islam ou les églises pentecôtistes. Le problème est que dans tout pays sérieux, on doit être capable de savoir qui est là, qu'est-ce qu'on fait et où tu vas, et on doit savoir tout ça. On sait souvent que le problème dans les églises dites réveillées là est que souvent c'est des gens qui décident aujourd'hui que Dieu m'avait dit que l'homosexuel ne doit pas être ton mari, ou Dieu m'avait dit que ton enfant c'est un sorcier, et on chasse les enfants. Donc ça c'est les choses qu'on doit voir. Et autre chose, ça c'est ce qui concerne les chrétiens. Et on doit être capable de savoir d'où viennent les financements. Vous vous rappelez, dans les années 80, il y a ce qui s'est passé en Guyane anglaise, où il y a un certain illuminé qui a décidé qu'un groupe de ses adeptes doivent se suicider pour aller au ciel. Il n'y a pas si longtemps, en Corée du Sud, un groupe chrétien avait demandé aux gens de vendre tous leurs biens pour lui donner, pour que la fin du monde arrive. On a un certain colonel, là j'ai oublié son nom, il a écrit un livre, le colonel Yengo. Il a donné 25 millions à le colonel Mukangangila, c'est monsieur qui a décidé qu'il va renverser Kabila. Bon, donc c'est aussi dangereux. Mais ça, on peut un peu comprendre. Le plus dangereux, c'est l'islam. L'islam, c'est que l'islam en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais, elle est bonne, mais c'est l'islam militant. Et maintenant, c'est une infiltration parce que dans le mouvement islamique militant, c'est l'islamisation de toute l'Afrique, en particulier la ceinture que Ousmane Danfodio n'avait pas été capable d'islamiser quand il avait commencé son djihad. Les autres doivent le faire maintenant. Donc voilà, je pense que le ministère de l'Intérieur a le droit de le faire et c'est salutaire. Ça peut protéger ou empêcher que Boko Haram vienne. Mais il faut savoir que dans le problème de terrorisme, ce n'est pas une guerre symétrique, c'est les guerres asymétriques. Ça veut dire que nos services spéciaux doivent s'adapter. Un, il faut qu'ils apprennent le Hassania, il faut qu'ils apprennent le Wolof, il faut qu'ils apprennent toutes les langues, le Haoussa, le Swahili et tout. Il faut qu'ils apprennent toutes les langues qui est parlée dans la bande sahélienne, qui est là où est le terreau du mouvement islamique dans le monde aujourd'hui. S'ils ne peuvent pas s'adapter, quel qu'en soit ce qui va se faire, elles ne peuvent pas. Donc, par exemple, dans le problème de mosquée, dans chaque mosquée, il faut avoir 4 imams. Quand même, il faut que dans chaque mosquée, il y ait même quand même un imam congolais. Le fait où un mosquée, il y a 4 imams, un vient de Nouakchott ou de Ouadhibou ou de Fouta Djallon en Guinée ou de Saint-Louis au Sénégal, on ne dit rien. Maintenant, le plus dangereux, qui leur donne l'argent pour construire ces mosquées? C'est la même chose qui s'est passée au Nigeria, où à un moment, quand le mouvement islamique venait, personne ne disait rien. On a eu les grandes batailles entre les chiites et les sunnites au Nigeria, les gens ont négligé. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Je crois que le ministère de l'Intérieur doit le faire pour empêcher que un jour, on ait ici un théâtre de bataille. Et il faut savoir que les musulmans sont plus intelligents que les judéo-chrétiennes. Ils viennent, les gens aussi des zones tropicaux ont une certaine complexité en disant que si tu es devenu riche, c'est parce que tu es devenu musulman. Ils créent un mosquée, ils créent un centre d'aide sociale, et puis quand ils créent la mosquée, c'est grave. Ils créent ça, on prie. Maintenant, chaque jour, on vous donne les œuvres gratuites, on vous donne le lait. Après, on commence à dire que les cadeaux empoisonnés alors. Non, je ne veux pas dire comme ça. Après, on commence à dire que non, maintenant, ne vous habillez pas en mini-jupe, habillez-vous en burqa ou en quelque comme ça. Et puis, 10 ans plus tard, ça va changer. C'est ce qu'on a vu à Bangui. Et aujourd'hui, on a eu la Seleka. Voilà, parlons de la subvention ou du financement des églises ou mosquées. Alphonse Dongo, qui finance le Boko Haram? Non, le Boko Haram, c'est clair que le Boko Haram est financé d'abord à travers les actes qu'ils ont eu à opérer, notamment au Cameroun, au Nigeria. Donc tout cet argent issu de rançon leur a permis de renforcer leur armement, parce que vous savez que l'essentiel des armes venait de la chute du colonel Kadhafi. Ils ont pu se faire un bon pactole et acheter des armes. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a parlé du Qatar tout à l'heure, ils ont aussi des ramifications, n'est-ce pas, avec quelques fondamentalistes qataris. Donc ça, cela va de soi, et ce qu'il faut craindre, c'est ce que dit Elie. Je veux dire, Elie, que moi, en observant nos services de renseignement,
je les vois beaucoup plus portés à regarder les petits faits et gestes politiques de certaines personnes, hein, de regarder aussi si M. Eli Smith lui-même, je ne sais pas, bon, est-ce qu'il est de la CIA, ça c'est tellement banal que je ne les vois pas être parfois anticipatifs, comme a dit Séné tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de vérifier certaines choses, comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce que vous vous rendez compte que dans ce pays, il y a des gens qui sont des des Hutus qui sont installés chez nous et qui financent parfois les FDR en RDC. Est-ce que les services de renseignement l'ont su? Elles ne l'ont pas su. Ils ne l'ont pas su plus tôt. Les gens sont là, des grands commerçants Hutus, mais quelque part ils envoient de l'argent à des FDR qui se battent de l'autre côté. Et il en est de même, est-ce qu'ils savent si parmi les Pakistanais, les Indo-Pakistanais que nous avons ici, ou alors quelques musulmans, ces gens peut-être apportent une contribution à la lutte, n'est-ce pas, pour l'installation du Fatah? Personne ne le sait. J'ai causé avec un responsable du service de renseignement qui m'a dit quelque chose qui m'a tellement fait froid dans le dos. On nous envoie nous asseoir parfois à l'hôtel Ledger avec 1500 francs et je dois rester là pendant toute la journée pour prendre une petite bière et observer qui a entré, qui est sorti. C'est dérisoire. Donc je pense qu'il faut aussi donner des moyens aux services de renseignement pour que ces gens travaillent. Les envoyer aussi en formation. Tu as bien dit qu'il faut que les gens apprennent la langue. Pour apprendre la langue, il faut de l'argent. Il faut infiltrer ces réseaux. Et c'est très très important. Pour revenir à ta question, c'est clair qu'aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, avec les potentialités financières dont ils ont, eh bien évidemment, ils sont prêts partout à dire nous allons contribuer au renforcement ou à la dynamisation de l'islam. La preuve, c'est que le Congo va habiter dans quelques années la plus grande mosquée d'Afrique centrale. Donc, c'est des choses qui les intéressent et il va falloir que nos services de renseignement soient franchement veillent au grain. Quand on parle, Eli parle du Nigeria, personne n'a vu venir le Boko Haram. Et je vais vous dire encore, c'est une information, ça part avec des pincettes. Je lisais un journal camerounais et je crois nigérian l'autre jour où on me disait que M. Shekaou, qui est le chef du Boko Haram, a eu appelé le président nigérien pour lui dire je suis au courant de telle ou telle chose que vous allez donner. Ça montre à quel niveau ils ont des ramifications au plus haut niveau de la République. Donc c'est des gens qui sont suffisamment renseignés. Comment a-t-il fait pour avoir le numéro de téléphone du président Goodluck Jonathan? Je n'en sais rien, mais c'est pour vous dire que c'est des gens qui prennent le temps nécessaire pour travailler. Je n'ai rien contre les musulmans, mais vu l'importance de la communauté musulmane dans notre pays, nos autorités doivent en tenir compte. Regardez, il ne s'agit pas seulement de dire Mbakaya Bakolo, je n'ai rien contre le fait qu'on renvoie à Kinshasa nos frères qui ne sont pas en règle, mais je pense aussi qu'on a un véritable problème avec la forte communauté musulmane qui s'installe ici, qui vient du fait de notre embellie financière, qui viennent y faire des affaires, mais parmi eux, peut-être il y en a qui viennent recycler de l'argent qui doit servir certainement à quelque part. Donc il faut vraiment, à mon avis, qu'on tienne compte de tous ces aspects, et je le redis, je n'ai rien contre les musulmans, je suis contre ceux qui se montrent fondamentalistes, ceux qui s'installent dans notre pays avec des visées fondamentalistes. En ce moment, je suis en droit en tant que journaliste de les combattre. Voilà, merci Alphonse Ndongo. Merci à vous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Avant tout, je vous informe que l'autorité de régulation des marchés publics a mis à la disposition des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises et les entreprises artisanales, le bulletin est spécial. Ce bulletin, voilà, vous suivez ce bulletin spécial permettra donc aux administrations et aux particuliers d'accéder aux services de proximité, permettra également aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'ouvrage délégués de réaliser toutes les formes d'achat public autorisées par le Code des marchés publics. C'est le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, David Martin Bamy, qui avait présenté ce bulletin à la presse. C'était cette semaine durant. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent de programme sur MNTV.